trompés. Lors d'un voyage en famille, à 14 ans, puis abandonnés avec 15 $. Ils ont disparu. J'ai attendu. Ils ne sont jamais revenus. Tu as déjà senti ça? Ce calme étrange juste avant que quelque chose ne se brise, comme si l'air lui-même savait ce qui allait arriver, et retenait son souffle. C'était moi, 14 ans, debout au milieu d'un marché de la ville, regardant l'endroit où ma famille venait de se tenir, se dissoudre, sans avertissement, sans au revoir, juste disparu. Tout avait commencé quelques heures plus tôt, enveloppé d'une chaleur artificielle. Maman appelait ça une sortie surprise, une sortie familiale amusante. Mais rien dans ce matin ne semblait anodin, ni la soudaineté, ni le ton trop joyeux dans sa voix, et certainement pas la façon dont papa serrait le volant comme s'il l'avait offensé personnellement. Dans ma famille, on ne faisait pas de surprise. On faisait l'obligation. On faisait le silence. On faisait Jacob. Mon frère aîné avait 2 ans de plus que moi et était à des années-lumière dans l'approbation parentale. Jacob était le doué, l'avenir, la raison pour laquelle mes parents pensaient avoir gagné dans la vie. Moi, j'étais l'extra, la note de bas de page gênante dans leur histoire de succès. Chaque nouvelle chose dont j'avais besoin, chaussures, téléphone, veste, était une faute morale. Sois reconnaissant, disait-il. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Mais Jacob, il respirait, et la chance pleuvait sur lui. Alors oui, quand maman a soudainement parlé de cette sortie géniale, mon premier instinct n'a pas été l'excitation, c'était la peur. Ce matin-là, c'était un piège dès le début. J'ai préparé mon propre déjeuner. Maman a fouillé mes poches comme si j'étais une menace pour la sécurité nationale. Papa ne parlait pas. Jacob souriait en coin. Même le ciel semblait trop clair, comme s'il faisait un effort exagéré pour paraître normal. Le trajet a été une leçon passive-agressive. Je regardais par la fenêtre, casque sur les oreilles, faisant semblant que la musique pouvait étouffer le silence étouffant. Maman scrollait sans fin sur son téléphone. Papa jurait à voix basse à cause du trafic. Jacob filmait un TikTok idiot de lui-même en train de bâiller, sa seule émotion authentique de la journée. Quand nous sommes arrivés, le marché de la ville était un chaos. Musique forte, odeur grasse de friture, vendeurs qui criaient les uns par-dessus les autres. Ça ne me dérangeait pas. N'importe quoi valait mieux que d'être serré entre des gens qui préféraient être ailleurs. 15 minutes plus tard, c'est arrivé. Maman s'est arrêtée. Elle s'est tournée vers moi, les yeux grands ouverts d'un enthousiasme fin. Va explorer, a-t-elle chanté. Regarde les stands! Voilà de l'argent! Elle m'a fourré 15 $ dans la main comme si c'était un ticket pour la liberté. Ou un pot de vin. On sera juste là. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Sa voix tremblait d'urgence, trop légère, trop fausse. Je savais ce que c'était. Je n'étais pas invité à ce qui allait suivre. On m'envoyait loin. Pourtant, j'ai joué le jeu. Je suis allé à un stand rempli de coques de téléphone criardes et de souvenirs bon marché. J'ai touché un porte-clés en forme de canard en caoutchouc. J'ai compté jusqu'à 10. Je me suis retourné, disparu. Pas parti, pas vagabondé, disparu. L'endroit où il se tenait n'était plus qu'un espace vide. Vide, effacé. Au début, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Une blague, un mauvais coup. Mais les minutes passaient, puis plus encore, et personne ne revenait. J'ai erré, j'ai crié, j'ai scruté la foule jusqu'à ce que ma vision se trouble. J'ai même fait tout le long de la rue, 2 fois. Rien. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas de l'oubli. C'était une stratégie, une exécution, un abandon avec un sourire. Je me suis assis sur un banc près d'un stand de pop-corn et j'ai regardé les 15 $ froissés dans ma paume. Tout prenait soudain sens. La joie étrange, le ton pressé, le fait qu'ils insistaient pour que j'aille m'amuser. Je ne faisais pas partie de la journée. J'étais la chose à déposer avant que ça ne commence. 14 ans, abandonné en ville, entouré d'inconnus, mais jamais autant invisible. Ils ne m'ont pas perdu. Ils m'ont laissé. Le mot disparu n'était pas qu'une description. C'était un verdict, frappé comme un marteau de juge sur toute mon existence jusqu'à ce moment-là. Ma première réaction n'a même pas été la panique. C'était une pure irritation. Sérieusement? Une blague? C'était leur idée d'une sortie amusante? Même pour eux, c'était un nouveau niveau de cruauté spectaculaire. J'ai fait le tour immédiat, scrutant la rivière de visages, tendant le cou,
mi-espoir qu'ils surgissent d'une tapisserie colorée ou d'une montagne de souvenirs bon marché, riant de leur rire idiot et arrogant. Rien. Le chaos vibrant du marché, quelques instants avant une aventure sensorielle, semblait maintenant menaçant. Chaque visage souriant un masque. Chaque éclat de rire, une moquerie adressée uniquement à ma confusion grandissante. J'ai envoyé un message à maman, les mots flous à l'écran. Où êtes-vous? Ce n'est pas drôle. Pas de réponse. Je l'ai appelée. Directement sur la messagerie glaciale et métallique, sa voix enregistrée soudain étrangère et moqueuse. Le téléphone de papa, même résultat. Jacob, l'enfant chéri qui avait probablement orchestré toute cette disparition pour rigoler, se délectant de ma confusion. Logiquement, son téléphone sonnait dans le vide. Chaque sonnerie non répondue, un coup de marteau contre ma tenue mentale qui s'effondrait rapidement. J'ai fait tout le périmètre de ce marché immense 2 fois, puis une troisième, accélérant le pas, mon sac à dos devenant un poids lourd de désespoir. Je suis même retourné là où papa avait garé la voiture. Une lueur d'espoir désespérée et irrationnelle. Peut-être s'était-il juste ennuyé, réfugié dans le confort climatisé du Volvo. La place était vide. Le Volvo, comme ma famille, avait disparu dans l'air. C'est là que l'irritation s'est muée en quelque chose de plus froid, de plus venimeux, qui s'est enroulé serré dans mon ventre. Je me souviens être resté là, le brouhaha de la foule s'estompant en un bourdonnement sourd dans mes oreilles, alors que j'essayais d'expliquer ma situation à un agent de sécurité à l'air blasé, dont la plaque indiquait Franck. Il avait la carrure d'un distributeur automatique et semblait distribuer de l'empathie avec la même réticence. Il m'a écouté à moitié, les yeux dans le vague, puis a simplement haussé les épaules. Un monde d'indifférence dans ce geste simple. Il m'a dit d'arrêter de traîner. Traîner! Et m'a indiqué une minuscule tente bleue, pathétique, désignée stand des enfants perdus, coincée entre un stand de churros et une poubelle débordante. Enfant perdu. J'avais 14 ans, presque un homme dans ma tête, pas un gamin pleurnichard de 6 ans. L'humiliation a piqué, une blessure fraîche sur la plaie béante de peur qui commençait à s'ouvrir en moi. Mais quel choix avais-je? J'ai traîné jusque-là, la chaise en plastique devant la tente, grinçant sous mon poids, l'odeur de pop-corn rance et de tragédie muette pesant dans l'air. Pendant des heures, le soleil a traversé le ciel, une horloge céleste impitoyable, peignant le marché de teintes oranges et violettes, avant de disparaître derrière la ligne d'horizon indifférente. La batterie de mon téléphone s'est vidée. Chaque pourcentage un compte à rebours vers l'isolement complet et terrifiant. Une bénévole au visage gentil, une femme aux yeux fatigués avec un badge Brenda, venait souvent me voir. Sa gentillesse était presque plus difficile à supporter que l'indifférence de Franck. Elle m'a offert de l'eau, une barre de céréales que je ne pouvais pas avaler, et a insisté pour appeler la police. Ah, chérie, il se fait tard, disait-elle douce mais ferme. Tes parents auraient dû être de retour. Laissons-nous aider. J'ai refusé, marmonnant quelque chose sur mes parents, notoirement en retard. Sur un malentendu énorme. Stupide, je sais. Mais à cet âge, l'idée d'impliquer la police, d'en faire une affaire officielle, un enregistrement de mon abandon, me semblait une défaite, une confirmation que j'étais vraiment, irrémédiablement seul et indésirable. De plus, une partie têtue et idiote de moi, celle qui croyait encore aux contes de fées où les parents ne supprimaient pas leurs enfants, s'accrochait à l'idée qu'il devait y avoir une explication. Un téléphone mort, une urgence soudaine et inévitable. N'importe quoi sauf la vérité qui rampait maintenant dans ma gorge, menaçant de m'étouffer. Ce n'est que bien après minuit, avec le marché devenu un fantôme squelettique de stands fermés et de poubelles débordantes, que la compréhension finale et brutale m'a frappé comme un coup physique. J'étais assis sur un banc froid, glissant de rosée, juste à l'extérieur des portes du marché, le bourdonnement incessant et indifférent des lampadaires au sodium, la seule chose à rompre le silence oppressant. Il ne revenait un pas. Pas ce soir. Jamais. Mon téléphone était une brique morte et inutile dans ma main moite. Les 15 dollars que maman m'avait donnés, leur cadeau d'adieu, leur évaluation de ma valeur, ressemblaient à 30 pièces d'argent. Ce n'était pas une erreur. C'était une extraction méticuleusement planifiée. J'étais la dent qu'ils avaient décidé d'arracher pour arrêter une douleur fantôme, le bagage superflu qu'ils avaient enfin réussi à larguer. Cette première nuit seule fut un cours intensif de camouflage urbain. La ville une symphonie brutale qui ne s'arrêtait jamais. Le banc du parc était devenu un ennemi, son froid s'infiltrant dans mes os. Chaque grincement lointain, chaque cri d'ivrogne,
Chaque passage de phare était une décharge d'adrénaline. J'étais une proie, pleinement consciente des prédateurs tapis dans les bas-fonds de la ville, leurs ombres dansant sous les néons. Les 15 dollars dans ma poche ressemblaient à une pierre tombale moqueuse. Un remède temporaire à la fin, peut-être, mais aucune protection contre l'obscurité, aucune sortie de cette chute libre terrifiante. Poussé par une peur primale, j'abandonnai le banc et me dirigeai vers le phare brutal de la gare routière. Ces lumières fluorescentes étaient une parodie d'accueil. Le panneau des départs, un kaléidoscope de destination, aucune pour moi. En triturant les billets froissés, je réalisais avec un nouveau désespoir que je n'avais pas assez pour un ticket, et encore moins pour retourner dans une maison qui m'avait violemment expulsé. Et l'idée de faire face à leur chambre vide, ou à eux et leurs justifications creuses, était plus terrifiante que le vide de la gare à 3 heures du matin. Alors, je marchais, pendant des heures. La ville, autrefois promise comme une aventure par le faux sourire de maman, devint un labyrinthe de béton. Chaque coin, une menace. Chaque ruelle, un cauchemar. J'ai vu cette nuit des choses que j'ai essayé pendant des années d'oublier. Le désespoir vacant d'autres âmes rejetées, la cruauté désinvolte d'adolescents plus âgés, tourmentant un sans-abri. L'indifférence écrasante d'un monde qui continue de tourner quand le tien est brisé. Le matin apporta une faim rugueuse et la douleur de l'épuisement sans sommeil. Mon estomac était un tambour creux. Les 15 dollars semblaient être encore plus pathétiques. J'en dépensai un tiers pour un café tiède au goût amer de regret et un sandwich emballé en plastique d'un distributeur d'une station-service. Du carton et du chagrin. Je mangeais lentement, blotti dans une porte, regardant les passants filer vers des vies qui avaient encore un sens, où ils étaient attendus, peut-être aimés. Un groupe d'enfants de mon âge riait, se plaignant avec bonne humeur de leurs parents. Leur camaraderie facile, leurs plaintes décontractées envers les mêmes personnes qui étaient leurs piliers, me frappèrent comme un coup physique. J'étouffais presque. Un rire amer et hystérique remontant. La normalité de leur monde, le mien à peine 24 heures plus tôt, était une insulte profondément blessante. C'est alors, au milieu de la cohue matinale et des fumées âcres des bus, que le pourquoi commença vraiment à pourrir. Pas une épiphanie soudaine, mais une infection lente et douloureuse de la compréhension. Ils ne m'avaient pas seulement oublié, ils avaient choisi cela. Chaque soupir méprisant, chaque remarque cinglante, les exploits fanfarons de Jacob contre les miens, réduits au silence, tout cela formait une image atrocement claire. Il était l'enfant doré, pour qui les règles se pliaient. J'étais le projet, celui qui avait besoin de plus, dont l'existence offensait leur image soigneusement construite d'une famille parfaite. La voix de maman résonnait. « Tu es parfois trop !» Le visage de papa, rouge de colère pour une note de C ou une corvée oubliée, me revenait en mémoire. Un contraste saisissant avec les sourires pour les échecs de Jacob. J'étais le bug dans leur système immaculé, la variable gênante. Ils avaient finalement trouvé un moyen brutalement efficace de me supprimer. La partie la plus glaçante, sous la douleur cuisante et la rage brûlante, un noyau froid et dur de compréhension non désirée s'installa dans mon ventre. Je n'étais pas entièrement surprise. Leurs actions étaient l'extension monstrueuse d'une vie entière de rejet, un bombardement constant de messages disant que j'étais moins que rien, un fardeau. La pièce de rechange, enfin jugée jetable. Cette réalisation n'apporta aucun réconfort, seulement une clarté terrifiante et dure comme un diamant. Une colère froide commença à se cristalliser dans mon estomac, tranchante et implacable. Ce n'était pas juste être laissé pour compte, c'était être activement, intentionnellement effacé. Et tandis que je regardais la ville indifférente s'éveiller, une nouvelle pensée dangereuse prit racine. Une petite graine empoisonnée dans mon désespoir. Une gomme, je réalisais, fonctionne dans les deux sens. La ville ne se souciait pas que j'ai 14 ans, seul, et que je nourrisse un noyau de colère fraîchement forgé. Elle continuait simplement à tourner, une machine implacable et indifférente, et je devais apprendre ses rythmes ou être écrasé. Ces premières semaines se confondirent en un cycle monotone de faim, peur et lutte désespérée pour les nécessités les plus élémentaires. Le sommeil était un luxe, arraché en éclats paranoïaques dans les salles d'attente des gares routières, qui sentèrent le désinfectant et le désespoir, ou blotti dans l'anonymat relatif d'un parc sombre, un œil toujours ouvert. J'appris vite que la gentillesse était une denrée rare, et que la vulnérabilité était une invitation ouverte aux ennuis. Il y eut ce moment où une silhouette massive essaya de me pousser d'un banc, relativement propre en pleine nuit, ses yeux comme des éclats de glace. Je ripostai, une poussée de rage pure et animale me surprenant moi-même. Il revint à la charge plus fort,
et je fis un calcul en une fraction de seconde. Un nez cassé ne valait pas ce morceau de béton. Je partis, la colère brûlante et familière dans ma poitrine. Pleurer était une langue oubliée. La colère était mon nouvel espéranto. La nourriture devint une obsession. J'appris les horaires des poubelles, des boulangeries locales, l'art de saisir en un éclair des restes, dans des bennes débordantes, derrière les restaurants, juste avant la fermeture. Les rayons de promotion dans les supérettes étaient de mes repas 5 étoiles. Parfois, si je traînais assez longtemps près d'un camion de nourriture qui fermait, un employé compatissant me lançait un sac de frites froides ou une pomme meurtrie. Ce n'était pas vivre, c'était exister, une marche quotidienne sur une corde raide au-dessus d'un gouffre de famine et d'exposition. Je ne parlais à personne sauf si c'était absolument nécessaire. Mes mots secs, mon regard détourné. La confiance était une monnaie que je ne possédais plus. Les gens m'ignoraient pour la plupart. Un fantôme hantant la périphérie de leurs vies occupées, sauf si je me trouvais directement sur leur chemin. La bibliothèque locale devint un sanctuaire à contre-cœur, non pas pour les livres, mais pour son Wi-Fi gratuit et l'illusion de normalité. C'est là, penché sur un clavier collant, que je les cherchais en ligne pour la première fois. Leur profil sur les réseaux sociaux était encore horriblement actif. Maman, postant des citations inspirantes sur la famille et la résilience. Papa, tagué sur des photos lors de levées de fonds communautaires, incarnant le pilier de la société. Jacob, le garçon doré, accumulant les j'aime sur des photos de ses médailles d'athlétisme et des selfies souriants avec ses amis. Et pas un seul mot à mon sujet. Pas de messages de personnes disparues. Pas de questions inquiètes de leur cercle d'amis soigneusement sélectionnés. C'était comme si j'avais simplement disparu, une tache gênante effacée du portrait parfait de leur famille. Cette découverte, la complétude audacieuse de mon effacement, alimenta le feu froid dans mon ventre bien plus que la douleur initiale de l'abandon. La blessure était toujours là, une douleur sourde sous la surface. Mais la rage, oh, la rage était désormais une entité vivante, respirante, s'enroulant et grandissant chaque jour qui passait. J'essayais même de me réinsérer un jour dans l'orbite de mon ancienne école, une tentative désespérée et mal conçue de récupérer un fragment de ma vie passée. Je me tenais juste devant les grilles, regardant les amis de Jacob entrer, riant, insouciants. J'étais un étranger dans mon propre passé. Qu'aurais-je même fait si j'étais entré? Réclamer mon ancien casier? Personne ne me reconnaissait. Je devais probablement ressembler à un animal sauvage à ce moment-là. J'entendis quelqu'un dans la foule dire que Jacob déchirait dans l'équipe d'athlétisme et que nos parents étaient présents à toutes ces compétitions, l'encourageant avec fierté. Le message était clair, ils allaient en bien, plus que bien. Ils prospéraient en mon absence. J'étais juste un problème qui s'était commodément et définitivement résolu lui-même. Le concept de maison se détacha de tout lieu physique pour devenir un mot abstrait et douloureux qui appartenait aux autres. Les semaines s'écoulèrent en mois, puis en années. J'appris à naviguer dans les rues, à lire les signes subtils de danger et d'opportunité. Je faisais des petites missions au noir pour quelques pièces, juste assez pour un repas chaud, une paire de chaussettes neuves, une nuit occasionnelle dans un refuge, quand le froid mordait trop fort. C'est dans l'un de ces refuges que je rencontrai Emory. Il n'était pas un ami, pas au début, plutôt un autre survivant, maigre et aux yeux vifs, avec un rictus cynique aux lèvres. Il avait un plan pour tout, une combine pour chaque situation. Il m'apprit les règles non officielles de la rue, comment obtenir une pièce d'identité crédible à mes 18 ans, comment devenir invisible quand nécessaire, et comment être précieux quand l'opportunité frappait. Il vit l'obscurité en moi, le feu contenu de mon ressentiment, et contrairement aux autres, il ne s'enfuit pas. « Tu veux te venger, gamin ?» avait-il râlé un soir, la voix comme du gravier. « Ne te contente pas de te fâcher. Sois malin, attends ton moment, et fais-le compter. » Ces mots devinrent mon mantra. Je commençai à garder des preuves méticuleuses en tête, et parfois sur papier quand je pouvais trouver un stylo et du papier, chaque anniversaire oublié, chaque vantardise en ligne de ma famille qui omettait commodément mon existence, chaque cruauté banale que j'avais subie, les 15 $ que maman m'avait donnés, devinrent un symbole, l'étiquette de mon prix à leurs yeux. Je jurai, avec une certitude glaciale qui s'installa jusqu'à la moelle de mes os, que quand le moment viendrait, je leur ferais se souvenir de chaque détail. Je leur ferais payer pas en dollars, mais en monnaie qu'ils comprenaient le mieux, la réputation, le confort et l'illusion de leur vie parfaite et intouchable. Le garçon abandonné mourait. Quelque chose de bien plus dangereux prenait sa place. Les années entre 18 et 22 furent un véritable cours magistral de patience
et d'immobilité prédatrice. Les mots d'Emory, attends ton moment et fais-le compter, devinrent mon étoile guide. J'ai obtenu cette carte d'identité la semaine de ma majorité, un morceau de plastique fragile qui pesait plus lourd que l'or. C'était la première clé pour déverrouiller le futur, que je construisais méticuleusement, brique par brique, douloureusement. Avec elle, j'ai ouvert un compte bancaire basique, commencé à enchaîner une série de petits boulots sans avenir, payé en liquide, plongeur, agent de sécurité de nuit, tout ce qui me permettait de manger et d'économiser chaque dollar. Chaque billet sale que je pliais et cachais était un autre clou que j'allais enfoncer dans leur façade parfaitement construite. Je continuais mon harcèlement numérique, un fantôme dans leur machine. Je voyais les publications sucrées de maman sur La famille d'abord, souvent accompagnées d'une photo d'elle, papa et Jacob, leur sourire irradiant une satisfaction grotesque et inconsciente. Je les capturais toutes en capture d'écran, les ajoutant au dossier grandissant de leurs mensonges. Leurs amis, ceux qui aimaient et commentaient avec des louanges serviles, devenaient les cibles de ma guerre psychologique subtile. Des messages privés anonymes, des questions soigneusement formulées déposées dans des forums communautaires locaux à partir de comptes jetables. Quelqu'un se souvient-il qu'ils avaient un autre fils? Ou j'ai entendu des rumeurs inquiétantes sur leurs pratiques commerciales? Quelqu'un d'autre est-il inquiet? La plupart étaient ignorés ou supprimés. Mais les graines étaient semées. J'ai vu Jacob une fois dans une station-service du centre-ville, se pavanant avec ses amis inconscients. Il ne m'a même pas regardé. J'étais juste une ombre de plus dans son monde ensoleillé. L'envie d'aller le voir, de le regarder simplement dans les yeux, était immense. Mais je l'ai écrasé. Pas encore. La satisfaction devait être méritée, pas saisie dans un moment de colère impulsive. Puis, les murmures ont commencé à me parvenir, filtrant par les ragots de la ville, parfois par Emory, qui avait toujours des oreilles partout. L'entreprise autrefois prospère de mes parents, celle bâtie sur une image soigneusement polie de valeurs communautaires et d'intégrité, semblait rencontrer des turbulences. Des contrats étaient perdus, des paiements retardés, des fissures apparaissaient dans leur vernis parfait. J'ai vu maman s'énerver en ligne contre des jaloux qui répandent des rumeurs vicieuses, sa maîtrise digitale se délitant. J'ai failli répondre « Certaines personnes préfèrent juste la vérité, j'imagine. » Mais je me suis retenu. Ma vengeance n'était pas un combat en ligne. C'était une implosion dans le monde réel. Le moment est arrivé avec un faste presque théâtral, annoncé par l'un des postes habituels vantards de maman. Il s'agrandissait, un nouveau développement prestigieux, un projet d'héritage. Des photos de plans, de dignitaires locaux rayonnants, et surtout le nom de la banque finançant l'opération. C'était ça. Leur ambition, leur avidité allèrent devenir leur talon d'Achille. J'avais assez économisé. J'avais assez attendu. Le jour de mes 22 ans, je suis entré dans le bureau d'un avocat modeste. Quelqu'un qu'Emory connaissait, qui posait peu de questions et était spécialisé dans les vérités gênantes. Armé de mes dossiers soigneusement conservés, actes de naissance, anciens bulletins scolaires, quelques photos fanées prouvant mon existence avant l'effacement, j'ai déposé une plainte officielle pour contester ma part d'une propriété familiale, importante, que je savais intimement liée aux garanties de leur nouveau développement. Mon nom, mon vrai nom, était maintenant officiellement de retour dans leur vie, non plus comme un murmure ou une rumeur, mais comme un cauchemar légalement contraignant. Les conséquences furent immédiates et spectaculaires. Emory, souriant comme un chat du Cheshire, m'a dit que leur monde avait implosé. Des appels frénétiques à leur avocat. Des disputes hurlées entendues par les voisins. Le barrage soigneusement construit de leur déni avait cédé. Mon père, l'homme qui n'avait pas prononcé mon nom depuis 8 ans, a envoyé un seul email désespéré. « Pourquoi fais-tu ça ?» Juste ça. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. Juste une panique pure et non diluée. J'ai fixé ces mots, un sourire froid et triomphant aux lèvres. Je n'ai pas répondu. Qu'ils transpirent. Qu'ils transpirent tous. Ce n'était pas qu'une histoire de propriété ou d'argent. C'était les forcer à regarder le fils qu'ils avaient jeté, le fantôme qu'ils avaient créé, qui était maintenant très, très réel, et qui détenait le pouvoir de briser leur cage dorée. Les premiers coups avaient été tirés. Le jeu avait vraiment commencé. Le jeu, comme il s'est avéré, ressemblait moins à une partie d'échecs stratégique qu'à regarder un manoir infesté de termites s'effondrer lentement et douloureusement sur lui-même. Ma simple plainte légale fut l'étincelle, et leur monde soigneusement construit prit feu à une vitesse presque comique. Les 46 appels manqués en une semaine furent seulement le coup d'envoi.
Puis vinrent les messages vocaux de Jacob, sa voix craquant sous une panique que je n'avais jamais entendue auparavant, me suppliant d'appeler, bafouillant sur papa malade, maman qui perd la tête. J'en ai écouté quelques-uns, une curiosité détachée étant ma seule émotion, puis j'ai commencé à les supprimer sans les écouter. Leur détresse était un son lointain et métallique, comme une musique venant d'une pièce que j'avais quittée depuis longtemps. La salle d'audience fut le vrai spectacle. Je suis entré. Un silence est tombé. Maman a même commencé à se lever, le visage marqué par le désespoir, avant que son avocat ne lui intime de s'asseoir. Papa m'a regardé à travers, ses yeux vides, comme s'il espérait que j'étais un mirage qui disparaîtrait s'il ne clignait pas. Jacob, lui, fulminait, une bête blessée. J'ai répondu aux questions, signé les papiers, la main ferme. Pendant une pause, maman a essayé de me coincer, la main tendue, une supplique désespérée sur les lèvres. Je l'ai évitée comme si c'était une étrangère demandant de la monnaie. Elle a frappé le mur derrière l'endroit où je me tenais, un claquement sec qui résonnait son effondrement. Le processus légal a duré des mois, un broyeur implacable dévorant leurs finances et leur réputation. Chaque document portait mon nom, un rappel constant du fils qu'ils avaient essayé d'effacer. Chaque communication passait par des avocats, un tampon stérile et impersonnel contre leurs accès de colère inévitables. J'ai obtenu ma part. Pas une fortune, mais assez. Assez pour être une ligne permanente et inévitable dans leurs comptes, un fantôme dans leurs états financiers. Assez pour que chaque fois qu'ils tentèrent d'utiliser leurs actifs, chaque fois qu'ils devaient expliquer une anomalie, mon nom, le nom qu'ils avaient essayé d'enterrer, ressurgisse. Emory a dit que leur maison était devenue une zone de guerre. Grand-mère a coupé les ponts avec maman. Une tante aurait débarqué en hurlant, la dispute débordant sur la pelouse, sous les yeux des voisins. Jacob et papa auraient eu une altercation physique dans le couloir. La famille parfaite s'effondrant de l'intérieur. Il n'y a pas eu de réconciliation cinématographique. Pas d'excuses en larmes. Je ne les voulais pas. Je voulais qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti pendant 8 années agonisantes. Invisible, impuissant, insignifiant. Et ils l'ont ressenti. Je vois encore Jacob parfois, de l'autre côté d'une rue bondée. Il ne croise jamais mon regard. Il se dépêche juste de passer. Ça me va. Je ne suis plus leur problème à résoudre. Je suis et serai toujours leur conséquence. La facture des services rendus. Et c'est une dette qu'ils paieront pour le reste de leur vie chaotique et auto-infligée.